peut être rendu aussi important, aussi protagonique que 5 millions de personnes dans la rue. Et ça, c'est une déformation de la réalité. La réalité, c'est que le peuple, par 4 son millions. caractère... Je veux dire, bon, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec les chiffres, mais vu que ça a été 3, puis 3,2, puis 3,7, puis 4, on n'est peut-être pas obligé de dire 5. Mais alors on compte ce samedi. Non, vous disiez vous-même que ah samedi. Oui, si vous voulez ajouter le samedi. Oui. Bon, et puis on peut aussi rajouter ceux du mercredi soir et du jeudi soir. En réalité, on va pas chipoter. C'est historique ce qui a eu lieu. Ce qui a eu lieu depuis le 7 janvier et ensuite à partir du 9 janvier avec les assassinats antisémites. C'est historique. Et ça s'est fait à distance, selon moi, des partis. Les gens ne sont pas venus parce qu'ils avaient été convoqués par des partis politiques. Ils n'ont pas non plus été manifestés à l'appel du gouvernement. Non, ils l'ont fait chacun en son âme et conscience en tant que Français pour manifester un attachement à un sens commun qui est celle de la patrie républicaine des Français avec notamment son attachement à la laïcité. Bon, et vous, Marie-Laure Harel, je ne sais même pas si vous avez jamais été Charlie puisque vous n'étiez pas là la semaine dernière. Merci de le rappeler. D'ailleurs, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je vous ai manqué. Oui. Votre débat sur les 3 ou 4 ou 5 millions de personnes, il ne veut pas dire grand-chose. Il y a, je suis tout à fait d'accord avec El Garrido, un avant et après, pas vraiment 11 janvier, mais 7 janvier. Ces attentats, c'est notre 11 septembre. Il y a une France d'avant, une France d'après. On est dans un moment d'union nationale qui vaut pour les citoyens et pour les politiques aussi. Qui vaut toujours. Mais qui vaut bien sûr toujours. Et ça fait du bien. Parce que là, en ce moment, il n'y a pas vraiment de droite, il n'y a pas vraiment de gauche. Il n'y a que, pour l'instant, des personnes qui veulent protéger tous ensemble les fondements de notre République qui ont été atteints avec une violence sans précédent. En revanche, il n'est pas interdit de se demander, à l'heure actuelle, et là je raisonne d'un point de vue purement politique, puisque c'est à ce titre que nous sommes invités sur votre plateau, on a le droit de se demander peut-être ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Là, il n'est pas question de parler de droite ou de gauche, il y a une responsabilité collective. La menace terroriste n'est pas nouvelle. Nous sommes en guerre ouverte contre l'État islamique, on a eu un Mohamed Merah, nous sommes le premier pays occidental à fournir des djihadistes. Il y a des lois sur la laïcité, il y a un certain nombre de lois antiterroristes, il y a des zones de non-droit en France où la police ne met plus les pieds, le communautarisme non plus, ce n'est pas nouveau. Donc il y a peut-être des choses qu'on pouvait faire, et il y a aussi beaucoup de choses qu'on doit faire maintenant d'urgence, et il faut y réfléchir tous ensemble de manière très constructive. Et je pense, à titre personnel, qu'il y a 3 choses importantes à faire. Il y a d'abord une autorité religieuse à rétablir. Nicolas Sarkozy a créé en 2003 le Conseil français du culte musulman, qui devrait avoir pour vocation de recruter des imams qui sont compatibles avec les valeurs de notre République. Il y a une autorité citoyenne à rétablir à l'école, dans les programmes d'éducation civique, et en refusant absolument certains comportements qui ont été tolérés trop longtemps. Et il y a aussi une autorité répressive à travers la police et la justice qu'il va falloir remettre en place. La République n'a pas à capituler devant le terrorisme, c'est l'inverse qui doit se passer et il faut s'en donner les moyens. Vous incarnez à merveille ce que vous dites l'unité nationale, c'est-à-dire en fait dans le fond l'accord politique entre l'UMP et le Parti socialiste sur les points d'ailleurs que vous venez évoquer, une politique sécuritaire, belliqueuse à l'international. Vous pensez qu'il ne faut rien faire, par exemple? Non, surtout pas. Mais d'abord, je tiens à différencier ce que vous appelez l'unité entre les partis et ce que moi j'appelle le peuple rassemblé. C'est pas la même chose. Pour moi, le peuple, ce n'est pas les partis. Et aujourd'hui en France, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a vraiment une discontinuité forte entre le peuple et ses partis. Moi, je ne suis pas dans l'unité nationale. En revanche, je suis avec mon peuple rassemblé. Vous n'êtes pas dans l'unité nationale? Non, je ne suis pas dans l'unité nationale des partis tels que vous le décrivez. Et d'ailleurs... Vous ne pensez pas que dans des moments aussi dramatiques que cela, il est parfois possible de réfléchir tous ensemble juste pour protéger les valeurs fondamentales de la République? Moi, je pense que cela, ça va au-delà de la droite et de la gauche. Non, non, ne me faites pas la leçon parce que j'étais dans la rue et moi, ça veut dire que vous avez plus de conviction que moi? Je pense que l'union du peuple, c'est quelque chose de réel et qu'il faut préserver. Et effectivement, c'est pas seulement manifester, c'est aussi délibérer, échanger, acheter des journaux. Les gens qui étaient dans la rue réfléchissent. Ils ont acheté par millions Charlie Hebdo, mais pas que. Ils ont acheté Libération aussi. Ils ont acheté Le Canard enchaîné. Tout le monde. Il y a un désir de réflexion, mais ce que vous dites, vous, à l'UMP et au PS... En quoi est-ce que je viens de dire est contradictoire avec du débat et de l'échange? Parce qu'il y a strictement rien avec le débat. Mais ce que vous proposez, ce sont des solutions qui ont failli. J'ai proposé aucune solution. J'ai énuméré un certain nombre de thèmes. J'ai énuméré un certain nombre de thèmes sur lesquels il faut qu'on réfléchisse tous ensemble. Je n'ai pas la prétention, en tant que petite Marie-Laure Harel, d'avoir les solutions aux problèmes graves de la République en ce moment. Dans un sondage qui a été publié aujourd'hui par le Parisien, 76% des Français disent qu'ils sont d'accord pour que soient votées des mesures d'exception, même
pour assurer évidemment la sécurité des Français, même si cela doit limiter leur liberté. Donc quand on parle de ça, on parle d'augmenter le cadre des écoutes téléphoniques, le cadre du contrôle de ce que vous pouvez consulter sur Internet, etc. Est-ce que vous répondriez oui, comme donc 3/4 des Français, Marie-Laure? Il est évident, et là encore, Raquel Garrido, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire là tout de suite. J'ai pas de solution précise à apporter, mais il est évident qu'il y a peut-être un certain nombre de lois à revoir ici, et il est probable qu'elles aient à atteindre un petit peu nos libertés individuelles. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on veut ou pas un Patriot Act à la française? Oui. D'abord, il faut rappeler en 2 secondes ce qu'est le Patriot Act. Il a été pris en quelques jours après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Il permet de porter atteinte aux libertés individuelles au motif de la lutte contre le terrorisme, et c'est très mal encadré. Ça a conduit à beaucoup d'excès qui ont été unanimement reconnus. On peut rentrer dans la vie des gens, faire des perquisitions, rentrer dans les données Internet, on peut créer des prisons illégales à l'étranger, on peut emprisonner des gens parce qu'ils sont ennemis de l'État américain, mais ce concept n'est pas défini, on peut les torturer, etc. Donc non. Non mais attendez, ces donc excès... non, on va répondre à la question. Mais oui, on peut restreindre les libertés individuelles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut les restreindre, mais ne reproduisons pas les mêmes erreurs qui ont été commises aux États-Unis. On a un mauvais exemple sous les yeux, ne refaisons pas la même chose. Le directeur de la CIA lui-même a dit que les tortures avaient rarement abouti à des choses concrètes. Sur les 11 000 perquisitions qui ont été accomplies aux États-Unis au motif du terrorisme, il n'y en a que 51 qui ont été réellement accomplies au motif du terrorisme. Donc il y a beaucoup d'abus. Donc il faut d'abord commencer par voir ce qui existe chez nous. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Nos lois antiterroristes sont-elles pleinement appliquées? La loi anti-djihad, qui est très bien, de Manuel Valls du mois de novembre, eh bien, il est temps de prendre les décrets d'application. Et puis surtout, on a des services de renseignement qui doivent disposer des effectifs, des moyens et de l'efficacité nécessaires. Il y a un problème de coordination des renseignements en France et à l'échelle internationale. Une fois qu'on a fait le tour de tout ça, une fois qu'on est capable d'assurer la sécurité des Français avant tout, c'est même ça le problème numéro 1, le plan Vigipirate actuel, 10 000 personnes, il peut tenir 2 semaines maximum. Une fois qu'on sait assurer la sécurité des Français, une fois qu'on a fait le tour de ce qu'on sait faire ou pas chez nous et de ce qui doit être amélioré, oui, on peut éventuellement porter atteinte aux libertés individuelles des Français. Raquel Garrido, cette histoire de liberté individuelle. D'abord, ne faisons pas dire au sondage le contraire de ce que les gens physiquement, présentiellement ont dit dans la rue. Ils sont allés dans la rue pour plus de liberté, pas pour moins de liberté. Mais oui, mais ça c'est paradoxal. Ça fait déjà 2 ou 3 sondages que je vois fleurir cette semaine. Et ben moi, je n'y crois pas à ces sondages. Je crois aux gens dans la rue, à ce que j'ai vu. Voilà. Et ce que j'ai vu, c'est une demande pour plus de liberté. En réalité, en France, chacun accepte de remettre en cause une part de ses libertés. C'est le principe de la coexistence. Voilà. Et de la vie en société. Et voilà. Bon. Mais il y a, pour la lutte antiterroriste, déjà 14 lois qui ont été prises. La dernière au mois de novembre, celle d'avant 18 mois avant. Des décrets d'application sont intervenus, même là, pendant la période des fêtes, le 24 décembre, des décrets d'application pour la loi de programmation militaire, par exemple, qui permet aux administrations de faire des interceptions téléphoniques sur les communications. Drastiquement les effectifs des armées et les moyens matériels aussi. Oui. Et donc, en réalité, on s'aperçoit que le problème en France, ce n'est pas l'arsenal juridique pour opérer les enquêtes, pour les réaliser. En réalité, quand vous écoutez les services de la justice et de l'intérieur, ce qui manque, ce sont les personnels humains. Ouais. On est au moins d'accord sur une chose aujourd'hui. On estime que suivre une personne 24 heures sur 24, ça prend 20 personnes. D'accord. Donc l'austérité, c'est-à-dire le sabrage des budgets dans le service public qui touche la police et qui touche la justice, parce que n'oublions jamais qu'il y aurait une perfidie à faire des choses aux policiers hors de contrôle de la justice. C'est déjà ce qui est le cas avec la loi de programmation militaire. C'est ce que demande de plus en plus aujourd'hui cette unité nationale des partis qui, à mon avis, est à contrario de ce qu'il faut réaliser. Donc pas de souci, ce qui me surprend de votre part, pour rendre un peu de vos libertés publiques au profit de plus de sécurité. Mais écoutez, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez ce que disent les analystes et les experts, la DGSE, aujourd'hui, elle est techniquement capable d'écouter qui elle veut. Les Wikileaks, Snowden, on a appris beaucoup de choses. Il y a eu 40 000 demandes entre 2009 et 2012 d'écoute sur des Français. 70 millions de métadonnées recueillies par la France à l'étranger ont été passées à la NSA dans la dernière période. Donc en réalité, ils savent faire. Ce qui n'est pas possible, c'est de suivre tout le monde tout le temps. Donc en réalité, le vrai sujet, c'est l'intelligence. Avons-nous un personnel arabisant, arabophone, qui connaît la politique? C'est ça, en fait, la vraie question. La politique,
c'est la solution, c'est-à-dire toutes ces questions de terrorisme, comme toujours le concept de guerre contre le terrorisme qui a été inventé par les faucons américains est un leurre. En réalité, on ne peut pas arriver avec nos armes lourdes contre la guerre au terrorisme, ça n'existe pas, c'est une guerre intelligente et pour ça il faut des moyens humains, il n'y a pas d'autre choix. Et évidemment, je rajoute le dernier pan, c'est que ça ne peut marcher que dans une société qui, dans son ensemble, génère les anticorps contre le fondamentalisme religieux, puisque si les exceptions, je veux dire, au républicanisme français florissent, c'est aussi parce que notre dessein républicain a des failles dans la réalisation concrète de l'égalité. 8 millions de pauvres, des écoles de ghettos de pauvres et des écoles de ghettos de riches. Bon, c'est ça les vrais problèmes. Il faut prendre tout ça ensemble et ne pas partir sur un délire sécuritaire. Vous vous rendez compte que les terroristes auront réussi à nous faire renoncer à nos propres libertés pour mieux les neutraliser? Et bien justement, il ne faut pas. La preuve, de toute façon, le cas des Kouachi et de Koulibaly et Mera sont des cas vraiment typiques, puisqu'ils étaient tous connus des services de police. Donc, il n'y avait pas de difficulté juridique à les atteindre. On les avait atteints, on les avait identifiés simplement. Il y a eu des décisions qui ont été prises à un moment donné. Peut-être faudrait demander à Brice Hortefeux en 2010 comment ça se fait que Kouachi, qui était ministre de l'Intérieur... Je ne suis pas porte-parole de Brice Hortefeux. Mais j'entends aussi beaucoup Sarkozy à la droite dire il faut en faire plus, il faut en faire plus. On est d'accord sur une chose, il faut plus de moyens et une meilleure efficacité des services de renseignement. Relâché dans la nature par la droite. C'est fini. Twitter pour résoudre les éventuels conflits que vous pouvez avoir avec l'une ou l'autre. Merci à vous tous. Ou avec BFM. Sandra Larue pour la météo tout de suite. La météo avec Attractive World. Attractive World, site de rencontre pour célibataires exigeants. Et ce sont des conditions hivernales qui vont se mettre en place sur le pays. Alors déjà une baisse des températures, beaucoup de neige ces dernières heures sur les reliefs des Alpes, notamment jusqu'à 50 cm sur les Alpes du Nord. Et puis la neige qui arrive en pleine pour la journée de dimanche. On va regarder tout cela avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Et donc il s'agira de neige probablement des Flandres jusque sur le pays de Caux, dans fin de nuit jusqu'en début de matinée. Puis ensuite un léger redout, il s'agira de pluie et neige mêlée. Et puis en soirée, à nouveau, on le verra tout à l'heure, de la neige. La perturbation donc sous forme de pluie sur le nord-ouest, partout ailleurs un ciel qui sera juste voilé. Alors un voile un petit peu plus dense au plus près de la perturbation, quelques nuages bas plus au nord et quelques brouillards sur les régions de l'Est. Attention, un risque d'avalanche qui restera toujours de 4 sur 5 sur les Alpes du Sud. Quelques entrées maritimes également qui vont se mettre en place sur le pourtour méditerranéen. Côté température, donc ça va baisser sur les régions de l'Est en matinée. Des valeurs négatives à nouveau sur de nombreuses régions. Moins 4 degrés attendus à Grenoble, moins 1 ce sera pour Strasbourg, il fera 2 à Paris. On ira jusqu'à 6 degrés à Biarritz ou encore à Bastia. Et puis en journée, on va retrouver toujours cette perturbation sur les régions de l'Ouest, même si la pointe du Finistère retrouvera quelques timides éclaircies. Ailleurs, pas de changement, toujours ces entrées maritimes bien présentes, poussées par ce vent de sud. Et puis donc en soirée,